On se retrouve cette fois-ci pour une deuxième vidéo, toujours en présence du député... oula. Ouais. On se retrouve cette fois-ci pour une seconde vidéo, toujours en présence d'Éric Botorel. Et cette fois-ci, c'est les questions de la communauté. Et vous avez changé de siège. Et j'ai changé de siège. On m'a dit que ce serait peut-être la première fois et la dernière fois que je m'achèterais sur un siège de député. Je n'ai pas dit la dernière. Mais peut-être. Ça vous va bien ? C'est plutôt agréable. Alors voilà, les questions de la communauté. Avant ça, du coup, les questions de quelques personnes et influenceurs du milieu. Et ensuite, les questions du plus grand nombre. On a traité un échantillon d'environ 2000 questions. Et on a essayé de faire monter les plus pertinentes, évidemment. Alors tout d'abord, une question de Cédric Dubuc, avocat, qui fait une partie spécialisée dans la crypto-monnaie et qui demande, afin de permettre aux entrepreneurs blockchain d'ouvrir des comptes en banque en France, forcément ça s'adressait à vous, comptez-vous dresser un guide des bonnes pratiques, comme la FINMA en Suisse, afin de permettre aux banques, une fois la documentation financière reçue, de pouvoir vraiment se positionner vis-à-vis de la fiabilité de cette entreprise, par exemple. Sur l'ouverture des comptes, au-delà du visa qui est remis aujourd'hui, l'encadrement il passe par le visa principalement. Après, sur les bonnes pratiques, il y a eu des tentatives pour essayer d'améliorer les white papers, etc. etc. Il n'y a pas d'intention à ce stade. Enfin, franchement, quand on voit d'où on part et où on arrive, on trouvera toujours de l'improvement sur le texte législatif. On pourra l'enrichir dans les temps qui viennent, mais c'est pas dans les principes qu'on a retenus tout de suite maintenant. D'accord. Cette fois-ci, une question de Grégory Raymond, journaliste chez Capital. Il vous demande si ce visa optionnel de l'AMF ne risque-t-il pas de concentrer l'activité si celui-ci n'est pas délivré qu'à quelques grosses structures possédant un service juridique capable. Est-ce que ça va être une démarche très complexe, laborieuse, ne permettant pas aux petites startups et n'avantageant donc pas tous les acteurs, ou ça devrait être accessible à tout le monde sur ce marché? Dans l'esprit, on n'est pas sur quelque chose qui est... à la fois c'est une contrainte, mais ça ne peut pas être contraignant, et surtout ça ne doit pas être un dispositif qui est... Ouais, l'AMF, qui est le guichet unique là-dessus, doit jouer à plein son rôle. On est sur des mécanismes qui sont connus et qui fonctionnent par ailleurs sur les autres marchés, les marchés traditionnels. Il ne s'agit pas de les rendre plus complexes, il s'agit au contraire de faire en sorte que ce soit extrêmement fluide. Tout en offrant les garanties, hein, entendons-nous bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le sujet, c'est pas de faire pencher la balance vers quelque chose qui est a priori totalement naïf ou a priori complètement anxiogène. Il s'agit de retrouver un point d'équilibre. Je crois que le texte tel qu'il est adopté dans la nuit de vendredi permet d'avoir ce point d'équilibre qui n'était pas celui de l'atmosphère qui régnait jusqu'à maintenant. Il ne s'agit pas de rajouter derrière, au motif qu'on aurait lâché un peu de lest, de retrouver des dispositifs qui soient pas trop très contraignants et beaucoup plus contraignants que ce qu'on exige d'autres. Encore une fois, parce que je vois derrière la question de quelqu'un qui me suit sur Twitter avec lequel j'ai déjà eu des échanges, je vois ce qu'il a en tête. L'idée, c'est pas de renforcer les obligations qui pèsent aujourd'hui sur notamment tout ce qui relève du KYC ou tout ce qui relève de la lutte anti-blanchiment. Il ne s'agit pas d'être plus ardu sur la blockchain qu'on est sur les marchés traditionnels. D'accord. Maintenant, des questions de la communauté. Est-ce qu'une cohabitation est réellement possible entre les crypto-actifs ou crypto-monnaies, on sait de quoi on parle, et les banques? Ou est-ce que c'est, au contraire, à un moment, va y avoir une adaptation des banques vis-à-vis des crypto-actifs, où on pourrait très bien voir les crypto-actifs se développer, devenir une utilisation ou un paiement courant, par exemple, tout en gardant les banques avec leurs services comme elles le proposent aujourd'hui? Je ne sais pas écrire l'avenir. Et encore une fois, le travail du parlementaire, c'est pas de faire une économie administrée. On prend des dispositions, nous, par rapport à des attentes d'un écosystème. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les innovations, elles sont drivées par l'usage. Je suis convaincu de ça aujourd'hui. Si les marchés existent, plus que s'ils sont décrétés en amont par rapport à ceux qui ont des idées et qui portent des projets, alors tout le monde s'adaptera. Enfin, j'ai eu ces discussions avec les représentants de la Fédération des banques françaises. Bien évidemment qu'il y a un côté culturel qui n'est pas spontanément très favorable à imaginer demain de faire cohabiter à la fois la spéculation, le dépôt, de choses qui sont autre chose que la monnaie traditionnelle auquel ils ont affaire. Mais encore une fois, si cette économie se développe et que derrière elle nécessite d'eux, je vous l'ai dit, de la même manière que vos followers iront revoir la première vidéo, Natixis est dans un état d'esprit aujourd'hui, demain ils auront peut-être à changer d'avis. D'accord. En cas de refus de la part d'une banque à ce droit au compte, Il y a un recours. quel est exactement quel est ce recours exactement? Le recours, c'est de formuler un recours et de pouvoir permettre... alors, on a même...
adopté des choses qui ont été un peu surprenantes avec la Caisse de dépôt et consignation. À ce stade, je ne sais pas quand sera diffusée la vidéo, mais il faudra regarder si ce dispositif survit. Et n'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le parcours, il y a la lecture du Sénat. Oui, il y a plusieurs étapes encore. Il faudra être vigilant. Mais tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été écrit, il permet le recours et de faire valoir le droit à cette ouverture de compte. D'accord. Enfin, pour moi, c'est assez simple. On peut plus refuser, sauf à penser qu'il y a un certain nombre de conditions que vous ne remplissez pas. Mais, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'une dissociation, par la suite, pourrait être faite entre différentes crypto-monnaies? Est-ce qu'il pourrait, par exemple, au jour où on arrivera à un cadre bien défini qui concernera toutes les crypto-monnaies, qui aura englobé, ce qui n'est pas encore le cas, toutes les questions du sujet, est-ce qu'on pourrait penser qu'une monnaie totalement opaque, comme pourrait l'être le Monero, aurait une réglementation, ou du moins demanderait certaines règles différentes d'une monnaie comme le Bitcoin ou l'Ethereum, par exemple? à mon avis, c'est pas souhaitable. Enfin, on fait la démonstration à chaque fois que la vision sectorielle ou segmentée ou en silo d'un certain nombre de choses, vous savez, caractériser un service ou caractériser un dispositif, c'est très compliqué. C'est déjà une certaine lourdeur d'aboutir à un texte de loi qui englobe le plus grand nombre. Si on recommence à introduire des disparités ou de fonctionnement entre les unes et les autres, on va à contre-courant de l'histoire. D'accord. Est-ce qu'il y a des autres dispositions hors loi Pacte que vous comptez proposer ou voter dans ce secteur-là? Après, du coup, ce gros point sur le droit au compte, est-ce qu'il y a une autre étape que vous voyez déjà et qui est en perspective? Indépendamment du droit au compte, indépendamment de l'encadrement des plateformes et indépendamment des rendez-vous que nous avons là dans les semaines qui viennent sur le projet de loi de finances et la fiscalité. D'accord. Quand on aura traité ça, non seulement on sera plus en retard, D'accord. mais je pense même qu'on sera très en avance. D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas déjà d'étape prévue, il n'y a pas de next step, déjà c'est terminé. Le next step, c'est le projet de loi de finances sur la fiscalité. Enfin, Oui, le dispositif ne serait pas complet si on n'avait pas adossé à cela la manière dont ça fonctionne sur les plateformes d'échange, sur la manière dont on rentre, sur la manière dont on sort. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui est une fiscalité punitive parce qu'on n'a pas su la traiter et il faut trouver un cadre fiscal et là-dessus, et les uns et les autres, qui ont été mentionnés tout à l'heure, nous y travaillons, il y aura des propositions. Il y en a déjà qui sont sur la table et je pense qu'il y en a déjà qui sont de la table sur la presse. J'ai vu des articles encore ce matin. Oui. Donc voilà, je pense que c'est attendu. C'est punitif pour l'instant, vous pensez, la fiscalité actuelle? Elle n'est pas du tout adaptée. Et vous avez-vous une idée de comment, dans quel sens vous voudriez la tirer? Quelque chose de plus juste, même si je sais très bien qu'on ne peut pas d'un coup donner une réponse. C'est toujours ça la complexité quand on donne un échange et qu'on a des questions. Dans quel sens vous voudriez l'amener? Incontestablement dans l'esprit et dans l'ADN, et là pour le coup c'est dans la continuité des travaux qui ont été les nôtres depuis que cette majorité est en exercice, c'est de privilégier d'abord les prélèvements forfaitaires, ce qu'on appelle le PFU, plutôt que d'avoir on va dire, une fiscalité qui est à plusieurs étages et qui va sanctionner tel type d'activité à tel niveau et puis tel autre à tel autre. Donc on essaie d'avoir quelque chose de simple, quelque chose de juste, quelque chose d'efficace. Voilà. Et je pense que ça sera traduit dans les textes au projet de loi de finances. Ouais. D'accord. Une toute dernière question pour clôturer cette deuxième vidéo. À partir de quand vous aimeriez, du coup, on a vu toutes les étapes, tout ce qu'il va y avoir, pouvoir dire, voilà, la version 1 de la loi française pour encadrer le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, l'idéal ce serait que premier semestre, par exemple 2019, ce soit fait. C'est le rendez-vous que j'ai donné tout à l'heure en tenant compte d'un calendrier qui n'est plus le nôtre à partir du moment où ça sort de l'Assemblée nationale. Il y a lecture au Sénat au premier quarter 2019. On peut espérer que derrière les choses aillent très vite et que CMP ou pas CMP, on puisse avoir les degrés d'application qui sortent après l'adoption du texte. Moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'à horizon premier semestre 2019, on ait l'ensemble du dispositif, projet de loi de finances, donc les aspects fiscaux, les aspects plutôt d'organisation qui soient complètement aboutis. Mais là, au-delà de ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'était la conclusion de votre première vidéo. Vous aviez peur, il faut prendre des risques. Notre métier à nous, c'est pas, notre mandat, c'est pas forcément de faire en sorte que vous n'ayez pas peur, mais c'est de ne pas rajouter à l'imprévisibilité qui est intrinsèque On est d'accord. au business de l'entrepreneuriat, de ne pas rajouter de l'instabilité et de l'imprévisibilité. D'accord. Soyez persuadés que ce qui a été adopté par les efforts à la fois de la majorité et aussi du gouvernement, c'est le cap qui va être tenu. Il n'y a aucune raison d'imaginer qu'il y ait en la matière des renoncements. Donc
pense qu'on envoie des signaux extrêmement forts à destination de l'écosystème. Et que voilà, la confiance doit être là. Merci beaucoup, C'est en moi. espérant que si un jour il y a d'autres tournants, vous y soyez pour essayer de driver toujours cette façon. On suit ça de très près. Moi, plus que personne, étant donné dans cet environnement-là, ainsi que d'autres entrepreneurs et toutes les personnes qui sont autour de cette communauté. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vais reprendre ma place. Je vais vous laisser votre place. Pour quelques mois, on reviendra ici après. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut.